Bonjour Aurélia, bonjour et merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre demande à Carole, Josie, Auréane, Sandrine et moi-même pour nous parler des violences éducatives ordinaires, en tout cas de ce que ça représente pour toi. Mais avant d'entrer dans le sujet, nous aimerions que tu te présentes. Qui es-tu Aurélia? Je m'appelle Aurélie. Donc j'ai 35 ans. Je suis maman de deux petites filles. Ma plus grande Mathilde a 5 ans et la plus petite Louise 3 ans. Mon mari s'appelle Christophe. Si je l'oublie, ça va pas le faire. Et comment me présenter de manière générale, j'aime beaucoup tout ce qui est dans la nature, faire le jardin, les fleurs, beaucoup la musique. Et c'est quelque chose que j'intègre de plus en plus dans ma profession. Donc pour parler de ce que je fais, pendant de nombreuses années, je disais que j'étais sophrologue, mais je me rends compte que au fur et à mesure des ans, c'est un peu plus, ça s'est modifié. Pourquoi? Parce que j'ai fait plusieurs formations et finalement je fais un mix de toutes ces formations. Et j'essaye de m'adapter en fonction des situations, des personnes que je rencontre. Donc aujourd'hui, je pense que thérapeute holistique, ce serait plus juste. Et sinon, j'interviens dans 4 relais différents. Ouais, dans des crèches, des lycées, depuis peu dans des collèges. Il m'arrive encore de faire un peu d'individuel. Voilà. D'accord. Tu viens de parler de holistique. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus ce que ça représente pour toi? Holistique, c'est prendre la personne dans sa globalité, donc esprit, corps, mais même au-delà, tout ce qui est âme ou énergie, où on est multidirectionnel et l'idée c'est d'essayer, parce que c'est pas évident, hein, on est tout un monde à nous, donc de voir le monde de la personne. Voilà. Donc c'est d'avoir une vision pas forcément une vision détaillée, mais une vision globale de l'individu. Qui pourrait aller jusque englober la famille, l'histoire. Alors c'est possible. Alors tout ce qui est transgénérationnel ou systémie, c'est quelque chose que l'on peut aborder. Maintenant, il y a quand même des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Donc à un moment donné, moi dans ma formation, c'est quelque chose que je peux aborder, mais je vais rester limitée. Parce que la systémie et la thérapie transgénérationnelle, c'est de nouveau un pan très précis. Donc, mais effectivement, ça n'empêche pas d'en parler. Mais si on veut vraiment creuser, là, c'est aussi important d'aller vers les bonnes personnes parce que c'est complexe en fait. Mhm. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a amené à t'intéresser aux violences éducatives ordinaires? Alors, je ne pense pas m'y être intéressée de moi-même. C'est plus la thématique qui est venue à moi. Et suite à la première journée autour des VO qui a eu lieu en 2019, hein, c'est ça. Pendant cette journée, donc, y a eu beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai ressenties. Et suite à ça, c'est vrai qu'il y a eu quelques jours, voire quelques semaines, de grands questionnements et de grands flottements. Parce qu'on se pose plein de questions. Enfin, je me suis posé plein de questions. Et c'était aussi lors des constats. Donc, constater qu'effectivement, dans ma vie, il y a eu des VIO, que ce soit reçu ou donné. Et ce constat, enfin, pour ma part, il n'était pas évident. J'ai mis quelques jours déjà à accepter le constat. Je le savais, mais l'accepter, ça m'a pris du temps. Et suite à ça, je me suis dit, ben voilà, bon, le constat il est là, mais t'en fais quoi? Comment tu t'en saisis pour expérimenter et évoluer? Et c'est parti de là. Ça a été, je pense, la grande étape. Même si peut-être qu'avant j'avais déjà une réflexion et je ne savais pas que c'était autour de ce thème-là. Mais voilà, ça a été Le point de départ, donc une prise de conscience personnelle. Oui, ou du moins d'accès. Alors là,
de formuler cette prise de conscience. Parce que parfois, on a des prises de conscience, mais elles sont encore enfouies. Et là, c'était vraiment de me dire, ok, elle est là, je le sais, et puis on va la déterrer. D'accord. Et alors, Non. Voilà. Et ces moments de vie personnelle, finalement, ils t'ont amené à une réflexion professionnelle. Les deux sont vraiment imbriqués. J'ai vraiment une chance de toute façon, j'adore mon métier et ça reste un métier avec l'être humain. Et donc finalement, ce que l'on voit à la maison, on peut l'amener dans le professionnel et inversement. Donc, sachant que moi je trouve, enfin, me concernant, le personnel reste toujours plus ardu pour moi parce qu'il y a plus d'émotionnel. Donc voilà, je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. Et du coup, ça me permet de rebondir quand tu dis l'émotionnel. Eh bien, ça va de pair avec finalement ce qu'on met en place dans nos ateliers, dans les rames, où on est très attentif au temps de pause, au bien-être, à la bienveillance. Oui. Moi, je trouve que la thématique des VEO, personnellement, le mot violence me heurte beaucoup. Je pense aussi de par mon histoire ou je sais pas. Et je me dis finalement les VEO, la thématique sous-jacente, c'est comment aller vers une bienveillance totale. Bon, on peut partir du principe comment éviter ou comment stopper les VEO, mais à contrario, comment aller vers une bienveillance totale. Et c'est ce que je me pose en général en tant que professionnelle et aussi en tant que maman, même en tant qu'épouse, hein, c'est de me dire mais comment dans ton quotidien, dans les petites et les grandes actions, tu peux tendre vers une bienveillance totale. Voilà. C'est vraiment... Et quelle est ta sonnette d'alarme ou qu'est-ce qui te fait dire ah là c'est pas ok? C'est une sensation physique hein, quand on est... Je reprends l'exemple du gâteau qui tombe par terre. Il y a 2 jours, Mathilde a pris une assiette avec des pâtisseries et puis poup, les pâtisseries sont tombées comme une crêpe. Et moi mon réflexe a été de crier. Voilà. Ce qui a servi strictement à rien, hein, que ce soit pour elle ou pour moi. Elle a la peau... tout de suite eu les yeux rouges et puis elle est partie se cacher. Moi, je me suis tout de suite dit, franchement, enfin, réaction, voilà, on en fait quoi de ça? Et par chance, ma maman était là et elle m'a juste regardée, mais avec plein de neutralité, hein, sans jugement quelconque. Et elle est tout de suite allée vers Mathilde pour la consoler. Du coup, elle m'a montré la démarche, entre guillemets. Donc moi, j'ai pu aller chez Mathilde, la prendre dans mes bras, lui dire, voilà... T'étais plein de belles volontés, tu voulais servir, maman te crie dessus, c'est pas ok, je te demande pardon. Donc là, effectivement, il y avait cette crispation hein, physique et puis même dans l'atmosphère, ça s'est vite tendu. Et suite à ça, je me suis interrogée en me disant, de manière pratico-pratique, pourquoi ces pâtisseries sont tombées. Je me suis rendu compte que genre 30 secondes avant, je l'avais noyé sous des flots d'informations, à savoir... Oui, là, il y a l'assiette pour les pâtisseries. Là, il y a des fraises pour toi. Et puis, la pauvre, elle s'est retrouvée avec tout ça devant elle, sachant qu'à 5 ans, la table de travail, en plus, te va là. Elle voulait tout prendre. Et là, je me suis dit, mais voilà, calme, cool. Voilà, laisse-la prendre les pâtisseries, faire son chemin. Une fois qu'elle sera installée, tu peux lui dire, au fait, je t'ai acheté des fraises. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais dans une précipitation et qu'au final... C'était la conséquence de ma propre précipitation. Et pour aller même plus loin, je me suis dit, mais pourquoi il y a eu cette réaction élastique? Pourquoi crier? Enfin, pourquoi ça s'est venu comme ça? Et je me suis rendu compte que ce qui est venu, c'était un agacement parce que la phrase était, est-ce que tu peux pas faire doucement? Ou est-ce que tu veux pas prendre une chose après l'autre? Mais c'est une problématique qui me concerne parce que quand moi je suis à la maison, justement, je veux courir partout, je veux tout faire en même temps. Et en plus, j'ai vraiment tendance à casser des trucs, à être maladroite. Mon mari pourra le confirmer. Je crois que j'ai rien à lui annoncer, mais une fois par semaine, il doit recoller un truc. Et finalement, ma réaction était une réaction qui m'appartenait.
voilà, c'était mon interrupteur. C'est en cela que tu parles de réflexe. Euh, Réaction réflexe, tu as parlé de réflexe. Alors, réflexe ou élastique, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est arrivé comme, alors peut-être, voilà, c'était là, mais en même temps, l'idée est de réfléchir le réflexe, parce que derrière le réflexe, il y a toute une histoire. Si on reste dans le réflexe, ben on ne pourra pas évoluer. Et là, le fait de déconstruire mon réflexe, ça m'a permis de voir que finalement c'est une problématique qui m'appartient et que l'élastique il est venu parce que ça a activé ma propre problématique. D'accord. Est-ce que dans le réflexe, il y a aussi l'effet miroir? Non mais c'est vraiment, voilà, c'est quand on est à mes yeux, quand on est dans la réaction, c'est parce que l'autre vient appuyer quelque chose qui n'est pas résolu chez nous. Et du coup, comme il est dans une zone où on n'est pas très confortable, on va se raidir et on va se protéger. On va avoir, une première réaction. Mais au-delà de cette réaction, c'est intéressant de voir ce que l'autre vient titiller chez moi. Quand je dis l'autre, je parle de manière générale. Donc là, tu as parlé de ce qui se passe chez toi. On pourrait parler de congruence, tu l'as dit tout à l'heure, on ne l'a pas abordé à nouveau. On sent bien la prise de conscience, cette découverte des violences éducatives ordinaires, les constats, et concrètement, de manière pratico-pratique, dans ta vie professionnelle, personnelle aussi, parce qu'on sent bien que les deux sont liés et s'inspirent finalement. Quelles sont les actions que tu mènes Alors, en tant que maman, j'ai beaucoup tenu des petits journaux de bord. Et alors, c'est assez impressionnant parce que avoir une pensée et l'écrire, on n'est pas du tout dans le même process. Alors là, il y a sans doute des spécialistes qui pourront sans doute expliquer pourquoi c'est pas le même process, mais dans l'écriture, il y a déjà un engagement. On s'engage à écrire et du coup, on est déjà dans une réflexion et dans une démarche. Et écrire, ça nous permet de clarifier les choses. Et en clarifiant, les réponses, elles vont découler. Donc clairement, il y a des fois, on sent qu'on n'est pas dans l'axe, on sent qu'on a eu un coup d'élastique ou on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je conseille réellement l'écriture. Même si ça prend du temps, c'est du temps gagné par la suite. En tous les cas, moi, en tant que maman, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. En tant que professionnelle, je reviens sur la notion de bienveillance. C'est de tendre au maximum, enfin professionnel ou même privé, c'est de tendre au maximum vers la bienveillance. Et la bienveillance, je trouve, c'est souvent sous-tendu par de la joie et du plaisir. Et aujourd'hui, on oublie d'être joyeux et de prendre du plaisir. Et même en tant que parent. Moi, c'est un constat que j'ai fait il y a quelques semaines. À un moment donné, j'étais tellement dans mon rôle de maman que j'ai oublié le plaisir d'être avec mes enfants. Et parfois, quand on relâche le truc et qu'on est juste dans le un truc tout bête, c'est pas la même chose de dire bon, on va prendre un bain. Et la dernière fois, je crois que c'est Mathilde qui me dit ouais, mais reste avec nous. Et je me suis dit bah ouais, ok, je vais pas courir faire la cuisine ou le machin ou le truc. Et je me suis juste installée à côté d'elle et c'était un réel moment de plaisir. Et moi, je me rends compte que c'est des moments qu'on oublie très vite. Et le plaisir dans notre quotidien, il est important parce que c'est ce qui nous anime. Et amener la personne à aller vers ce qui lui fait du bien va l'amener à une sérénité intérieure. Et quand on est plus serein intérieurement, c'est quelque chose que l'on rayonne autour de nous. Et qu'est-ce qui peut amener, parce que là on pourrait dire en temps de Covid on a quand même ralenti, il y a des prises de conscience, est-ce que c'est cette notion pas de stress parce que on peut ne pas être stressé pour autant, mais de pression, de vouloir aller toujours plus vite, qu'est-ce qui pourrait amener les personnes à ne plus être dans cette joie ou dans cette notion de plaisir?
Alors là, c'est compliqué parce que c'est tout un cheminement. Oui. Et le bonheur est un choix à un moment donné, et c'est pas le choix le plus facile. Mais je pense qu'on a toute cette capacité à choisir le bonheur, mais c'est vrai que ça nous demande de l'investissement. Et aujourd'hui, on a un rythme de vie tellement entraînant qu'il est facile enfin, c'est pas facile, non, c'est pas le bon mot, mais très vite on se fait happer. Et ça demande, c'est vrai que maintenir la barque, ça demande beaucoup d'énergie, mais à un moment donné, c'est important de se choisir et de se dire, mais moi, mon énergie, j'ai besoin de la mettre pour mon bien-être, sous-tendu, mon bien-être et le bien-être de mes proches. Souvent on fait l'inverse, on va dire le bien-être des gens que j'aime. Alors c'est dit avec amour, mais c'est important de passer aussi par soi pour aller vers l'autre. Un enfant, il avance par imitation, et voir un parent malheureux pour l'enfant, c'est quelque chose de très compliqué, de très douloureux. Et ils comprennent que parfois on va leur dire oui, tout va bien, et au final ça va pas. Et ils ont cette intelligence extrême de le ressentir, et d'incarner ce qu'on leur souhaite en fait. Je crois, je pense qu'en tant que parents, on leur souhaite d'être heureux à tous les niveaux, mais si nous on l'incarne pas, quelque part, on leur diminue déjà les chances de réussite, enfin de réussir ce bonheur à tous les niveaux. Et du coup, je rebondis entre le bonheur et le bien-être et l'importance de s'offrir des temps de pause. Et donc, dans nos ateliers qu'on peut mener dans nos rames, on voit bien l'importance d'offrir ça, que ce soit aux professionnels de la petite enfance ou aux parents. Est-ce que tu peux un peu nous parler des ateliers qu'on mène des fois, souvent ensemble? Alors les ateliers, je vais parler des ateliers avec les enfants et l'accompagnant. Quand je dis accompagnant, ça peut être des papis, des mamies, des assistantes maternelles ou les parents. C'est des ateliers qui, de prime abord, sont très simples. On va se dire pourquoi on a une intervenante pour faire ça, parce qu'on va vraiment proposer des petits gestes, des étirements, des petits jeux de main pour que l'enfant apprenne à connaître son corps et à définir son schéma corporel. Mais au-delà de ces ateliers, c'est vraiment un temps de rencontre entre l'enfant et son accompagnant, un temps de présence. Je me souviens les premiers, alors maintenant aujourd'hui je suis un peu rodée, mais les premiers temps, je voyais que lorsque je proposais à l'adulte de faire les mouvements, il y avait des adultes qui étaient agacés. Je me souviendrai toujours d'une dame qui a une fois dit « Oui, enfin, c'est pas à nous de faire la séance. » Et moi, ça m'avait beaucoup touchée. Et l'idée, c'est pas de faire la séance, c'est de créer du lien avec l'enfant. Et dans la séance, souvent, on propose on appelle ça la posture de la tortue. Enfin, on l'a appelé comme ça. En gros, on se met par terre, un peu en boule. Et là, il se passe cette posture, elle est magique parce que les enfants, quand l'adulte le fait, on voit qu'à un moment donné, l'enfant, il se redresse, il regarde l'adulte, l'air de dire « mais tu fais quoi ?» Et à un moment donné, il se pose et il cherche le contact avec l'adulte. Et moi, je trouve que c'est une super belle posture parce que combien de fois on se met vraiment à la hauteur de l'enfant, où on se dit « mais je suis juste là pour toi ». Et l'idée de ces séances, c'est pas d'en faire des génies ou d'aller dans des choses compliquées, c'est de travailler la présence. Et la présence dans les deux sens, c'est-à-dire le fait d'être présent à l'enfant à un moment donné, en tant qu'adulte, ça nous demande à nous d'abandonner aussi nos pensées ou nos scénarios catastrophes. Ça nous demande de rentrer dedans, mais quand on arrive à rentrer dedans, on est dans le moment présent et là on voit les choses qui se passent et là il y a un nouvel espace qui se met en place et ça c'est chouette. Et nos enfants, dans ma formation de sophrologie, la formatrice disait nos enfants sont nos maîtres, et à l'époque moi j'étais pas encore maman et j'étais loin de l'être, je devais avoir la vingtaine, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellée. Et aujourd'hui, si on arrivait à voir nos enfants comme nos maîtres, parce qu'ils ont beaucoup plus
Alors c'est ni des ressources ni des potentiels, c'est au-delà de ça. Ils ont un univers tellement riche que si nous on arrivait à se faire embarquer par leur univers, parfois il y aurait vraiment des chouettes choses qui se mettraient en place. Ils sont là, ce sont nos boussoles, ils sont là pour nous montrer maman, il n'y a pas mort d'homme, ok, tarte au citron, papa, elle est par terre. Mais sérieux. Ok, là, t'as la cuisine à faire, mais pose-toi. Ils sont vraiment là pour qu'on revienne à l'essentiel. Et je vais partir de ce que tu disais tout à l'heure. Je suis parent. Je fais le choix de prendre soin de moi. Est-ce que tu as des techniques j'ai pas le choix, j'ai pas la possibilité d'aller aux ateliers, mais déjà de partir à la base. Est-ce que tu as des petites astuces comme ça qui me permettraient de prendre ce temps ou de prendre soin de moi pour que après je sois disponible pour les autres? Déjà, c'est de détecter ce qui nous nourrit de l'intérieur. Je ne sais pas si c'est bien dit de le dire comme ça. Moi, je sais que c'est ce que je disais dans ma présentation, être main dans la terre. Ça, c'est quelque chose qui personnellement me fait du bien. Faire les bijoux en pierre. Je sais que ça me nourrit de l'intérieur. Écouter de la musique, mettre des fleurs dans la maison, c'est des petits trucs qui, moi, vont me nourrir. Le fait de savoir dans un coin de ma tête que ce sont des choses qui me nourrissent, c'est déjà avoir comme une petite caisse à outils et me dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prendre dans cette caisse à outils. Donc c'est déjà savoir ce qui compose notre caisse à outils, parce que souvent on ne sait pas ce qui compose notre caisse à outils. Donc déjà, essayer de la définir et puis si possible de l'alimenter. Et ensuite d'y piocher, et parfois 5 minutes par jour, ça suffit. Et alors ce qui est chouette, c'est que nos enfants, quand on a nos caisses à outils, ils aiment bien participer à la caisse à outils. Voilà. Parfois on a peur de les embarquer dans les choses qui nous plaisent, et en fait ils ne demandent que ça. C'est ce que tu appelles des boucles de bienveillance, c'est-à-dire on peut appeler ça, oui. En toute simplicité, comme ça, au quotidien. Oui. Alors Aurélia, tu parles des enfants qui seraient nos maîtres en la matière, et quand on parle de violence éducative ordinaire, souvent on rencontre des parents et des professionnels qui nous disent mais c'est pas l'enfant qui décide. Est-ce que tu aimerais développer cet aspect de maître? De maître, l'enfant il est connecté à son corps, il est connecté à ce qu'il vit, il est connecté à ses émotions, il est connecté à l'instant présent. Nous aujourd'hui, si on est dans une démarche de développement personnel, c'est ce qu'on recherche. En fait, on fait de la méditation pour apprendre à clarifier notre esprit, pour justement nous connecter à notre intuition, à notre corps, à l'instant présent. Donc partant du postulat que l'enfant a ce que l'on recherche, pourquoi ne pas se laisser porter? Alors quand je dis se laisser porter, ça ne remet pas en cause notre rôle d'accompagnant. Bien sûr qu'on a à le protéger, à l'accompagner, mais accepter aussi que finalement c'est un échange, c'est un partage. J'apporte ce que je peux apporter, mais mon enfant, ou mes enfants ou nos enfants ont quelque chose à nous apporter. Je sais pas si... Oui, et donc en tant qu'adulte, ça revient à dire finalement que lorsque nous avons des enfants, quelque part nous grandissons avec eux en tant que parents, oui. Et que nous avons aussi, nous, finalement, du travail à réaliser pour nous-mêmes. Ah non, mais c'est là où le travail démarre à fond. Hein. C'est-à-dire que nos enfants, ils vont être là 24 heures sur 24 et ils vont de manière inconsciente appuyer sur les choses qui ne sont pas résolues chez nous. Donc non seulement quand je dis ça, ça veut dire qu'on a notre enfant intérieur qui s'active, et oui, il nous demande une telle congruence que ça nous demande énormément de travail. Et c'est ce qui est chouette. Effectivement, ça peut faire peur parce qu'on nous dit mais en même temps, si on apprend à voir les choses et à se dire mais la vie, expérimentation et évolution, on peut voir ça comme une vraie richesse et un vrai tremplin et une vraie chanson. Soit, je reprends l'exemple de ce que nous disait Florence Hermann-Schreiber à un moment donné. Elle explique je crois que c'est dans une interview,
elle dit je peux partir du postulat que l'autre est bouché. Il ne comprend pas ce que je lui dis, il est bête, mais ça ne fera rien avancer. Soit je reste sur cette idée à me dire l'autre il est bouché, ou alors je me dis que ce que je mets en place pour changer de fréquence et arriver à toucher l'autre. Et c'est la même chose dans toutes les situations, y compris en tant que parent. Je peux partir du principe que le problème est chez mon enfant, mais ça ne fera rien avancer. À un moment donné, non, en plus, c'est moi l'adulte. Donc c'est à moi de prendre les choses en main et de me dire qu'est-ce que je peux mettre en place d'un point de vue factuel, à savoir pratico-pratique. Pourquoi au moment de mettre les chaussures, il y a un truc qui bug? Comment je peux, agencer l'armoire à chaussures pour que ça se passe au mieux déjà, et ensuite qu'est-ce qui se passe dans mes réactions. Alors quelque part, Aurélia, les adultes, ils disent à leurs enfants, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Je ne sais pas s'ils le disent directement comme ça, mais inconsciemment, ça peut être perçu de cette manière-là. Et pour ma part, il y a une technique, alors j'aime beaucoup parce qu'elle est très cocasse, et c'est Faber et Maslich avec Corinne Pattès qui nous avait beaucoup amené à faire, moi j'appelle ça le switch. Parfois je regarde mes filles et je me dis mais pourquoi est-ce qu'elles ont ce comportement-là? Je sens que moi je suis en questionnement et j'essaye de faire le switch. Et Corinne, elle avait donné un exemple qui moi à l'époque m'avait fait beaucoup rire sur les jouets. Quand il y a un petit qui prend le camion et qu'on dit l'autre il commence à pleurer, on lui dit bah non c'est pas grave, viens je t'en donne un autre. Et elle avait fait le switch en disant imaginez vous êtes à votre bureau devant votre ordi, vous faites votre projet et il y a quelqu'un qui rentre, qui vous prend votre ordi, qui vous en met un nouveau, il est sympa, et vous regardez, vous dites bah non c'est pas possible, là c'est mon ordi, et puis on vous dit bah non c'est bon t'as un nouveau, tu peux continuer. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la vie où quand on transpose ce que vit l'enfant à notre vie d'adulte, en fait, on comprend plein de choses. Autre exemple, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous dit, bah maintenant tu vas aller aux toilettes? Et qui insiste, on y va. Tout simplement, imaginez, vous êtes en train de faire un truc, vous êtes hyper concentré et on vient, on dit, bon, on va aux toilettes. Et cette transposition, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. En général, en plus, ça fait bien rire et ça permet de comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, c'est grand monde, mini-monde, mais les deux sont valables. Il n'y en a pas un qui prédomine sur l'autre. Et nous, en tant qu'adultes, on a quand même un cerveau mature qui nous permet de faire le lien entre ce qui se passe chez nos enfants et ce qui se passe dans notre monde. Est-ce que ce serait finalement une solution quand on n'arrive pas à se mettre à la place de son enfant, que de transposer les choses? Alors je dis pas que c'est la solution, moi j'ai pas de solution et je pense que c'est ce que je disais avant en disant le mot cheminement, mais c'est en tous les cas pour ma part, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Et ça permet de prendre du recul parce qu'effectivement, j'insiste sur le fait que c'est cocasse parfois, où on se dit ah ouais bon effectivement je comprends, si je le transpose c'est drôle, mais ça permet de peut-être de rentrer dans une boucle empathique. Je dis pas qu'on n'est pas empathe avec nos enfants, mais parfois on va dire oh il exagère ou alors ok peut-être qu'on peut se dire il exagère, mais tout de suite se dire tiens non, qu'est-ce qui se passe chez lui? Pourquoi est-ce qu'il a cette attitude-là? Et de faire le switch, d'essayer de trouver un exemple adulte, à un moment donné, on se dit ok, je comprends un peu mieux. Donc finalement, pour comprendre nos enfants, il faudrait presque nous se mettre à leur place avec un collègue, avec notre cousin, oui, notre cousine, notre ami, et se dire est-ce que dans ces cas-là, avec cette personne-là, comment je pourrais vivre la chose. C'est un peu les dessins là, les petites, je sais plus qui est l'artiste. C'est Fanny Vella. Oui, on l'a. Ah bah voilà. Et en gros, c'est un peu, elle fait les switches et on aime bien. Enfin moi je trouve, moi ça me fait rire ou pas, parce que parfois ça nous questionne. Mais c'est une application dans notre quotidien, c'est de faire le switch, c'est de se dire mais là qu'est-ce qui se passe chez eux
au lieu de les juger et de se dire ils sont en train de péter une pile ou ceci ou cela, c'est de se dire non, transpose-le chez toi. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'une chose aussi très intéressante. Tu parlais de l'enfant intérieur de l'adulte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet enfant intérieur? Et toi, je sais que tu le travailles aussi beaucoup en accompagnement d'adultes. L'enfant intérieur, c'est les souffrances que l'on a vécues enfant et qui ne sont pas encore clôturées. On va dire ça comme ça. Et notre enfant intérieur, on va vraiment Est-ce qu'on a une poupe? Je vais prendre le coussin. C'est imaginer que moi je suis adulte et qu'à l'intérieur de moi j'ai mon enfant intérieur qui est encore là d'un point de vue symbolique. Et en fonction de ce que je vais vivre dans ma vie d'adulte, mon enfant intérieur va entrer en pleurs ou pas. Voilà. Et souvent ce que l'on voit chez nos enfants va être très résonnant pour notre enfant intérieur. Donc on va avoir des vieilles souffrances qui vont s'animer. Et puis pareil, soit je peux rester en superficie, soit je peux aller vers mon enfant intérieur et lui parler et lui dire voilà, aujourd'hui je suis adulte, j'ai plus d'infos qu'à l'époque quand j'étais enfant et aujourd'hui je suis là pour t'accompagner, pour te rassurer, pour te câliner, enfin pour... Finalement on amène à notre enfant intérieur tout ce qu'on n'a pas eu à l'instant T. Une sorte de réparation symbolique. De mise en lien symbolique. Réparation, je ne sais pas si on peut réparer certaines choses. Je pense vraiment à des situations très douloureuses. Mais en tous les cas, c'est une mise en lien et c'est de faire comprendre à notre enfant intérieur qu'on est là pour lui jusqu'à la fin de notre vie. Et du coup, ce serait aussi un outil pour être avec ses enfants bienveillant. Oui. Si on est dans une relation apaisée entre nous et notre enfant intérieur, on va être un adulte apaisé et donc quand on est apaisé, ça va rayonner sur toutes nos relations. La relation avec nos enfants, avec notre mari, avec nos collègues, avec nos amis. Moi, il y a encore une dernière question que je voudrais te poser. Quand on a préparé l'interview, on a abordé que les VO sont souvent le fruit de nos croyances et de l'inconscient personnel, voire collectif. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet inconscient collectif? On va parler du rôti. L'inconscient collectif, c'est un sac dont on a hérité à notre naissance et dans ce sac, il peut y avoir des vieilles croyances familiales, mais au-delà des vieilles croyances familiales, ça peut aussi être des croyances collectives. Donc les croyances collectives, ça peut être en lien avec le lieu où l'on vit, la région où l'on vit, le pays où l'on vit, ça peut être aussi en lien avec la religion dans laquelle notre famille a évolué. L'inconscient collectif, c'est quelque chose de très vaste, c'est finalement le monde qui nous entoure va avoir un impact sur nous et on va l'avoir dans ce sac à dos. Et cet inconscient collectif, comme c'est un inconscient, il peut tirer des ficelles de notre conscient, mais alors qu'on ne s'en rend pas compte. Donc effectivement, on peut avoir des idées. Ces idées, elles sont bien installées à l'intérieur de nous, mais quand on nous dit « mais cette idée, elle te vient d'où ?» parfois on n'est pas capable d'y répondre clairement. On va dire c'est ce qu'on m'a dit ou c'est comme ça que j'ai été élevée. Mais finalement, on sent bien que ça vient. Et il y a une métaphore, c'est la métaphore du rôti. C'est une petite fille qui regarde sa maman et la maman fait un rôti et elle coupe les extrémités du rôti. Et la petite fille lui dit « Pourquoi tu fais ça ?» Parce que le rôti, il est plus juteux. Et la maman, elle dit « Ah mais non, tu sais, ta grand-mère, elle a toujours fait ça et son rôti, il est excellent. » Et la petite fille dit bon ok, et un jour elle est chez sa mamie, la mamie fait un rôti et la petite elle réagit, elle lui dit ah mamie, d'ailleurs est-ce que je peux savoir pourquoi tu coupes les deux extrémités? Est-ce que c'est pour la cuisson du rôti ou Et la grand-mère elle réfléchit, elle dit bah non, en fait mon plat il est trop petit pour le rôti, donc pour qu'il rentre dedans je dois couper les extrémités. Et l'inconscient collectif c'est un peu ça, c'est des influences de notre environnement, mais au sens large du terme, qui vont nous inscrire dans des comportements habituels, presque automatiques, et on ne s'en rend pas compte. Et effectivement, l'éducation que l'on a eue,
ceci dit en passant, et l'éducation que l'on peut donner à nos enfants va parfois être baignée comme ça par ces croyances collectives ou cet inconscient collectif. Et là, l'idée est juste à un moment donné, en tant qu'adulte, de reprendre notre responsabilité et de dire, bah là je fais ça, mais je suis pas ok avec ça. Et d'aller dans ce je suis pas ok, parce que si effectivement je me dis bah là je fais ça mais je suis pas ok et j'arrête là, c'est dommage. Et c'est de se dire je suis pas ok, à contrario que ce que je mets en place pour être ok et congruente ou congruent. Ce qui n'est pas toujours évident, ceci dit en passant, parce qu'effectivement, comme l'inconscient collectif est collectif, on peut vite nous faire douter. Et c'est là où, à un moment donné, on revient sur la notion de bienveillance, parce que quand on fait les choses avec bienveillance, à un moment donné, on a le droit de se dire, bah, même si on me dit l'inverse, pour moi, ce que je fais a plus de bienveillance, et je m'autorise, enfin, je me fais le cadeau de rester là-dedans. Alors toi, tu as proposé pendant ce temps de confinement à des professionnels de réfléchir à l'auto-bienveillance. Est-ce que, du coup, tu as beaucoup parlé dans cette interview de bienveillance, et l'auto-bienveillance, c'est quoi? Et bien finalement, c'est de venir... on a comme ça une vision de la maman que l'on aimerait être pour nos enfants, mais vraiment une vision haute et élevée et lumineuse. Et bien quelque part, cette vision-là, on peut la transposer à nous-mêmes. Comment dire, quel est l'accompagnant que je souhaiterais être pour moi-même, et de manière générale, moi personnellement, j'aimerais pas avoir quelqu'un à côté de moi qui me dise mais tu vois, là tu t'es planté, là t'as pas fait assez, là t'es trop lente, là c'est nul. Je préférerais quelqu'un qui tous les jours me dise mais tu vois, dans ta journée aujourd'hui, t'as réussi à faire ça, ça et ça. Ah bah là je sais, pour toi c'est compliqué, et puis t'as quand même réussi. Et finalement, cette personne que l'on symbolise à côté de nous, c'est important de la faire vivre en nous, et surtout de la faire vivre de la manière la plus juste pour nous. Et l'auto-bienveillance, c'est créer un dialogue avec nous-mêmes qui est dans l'encouragement, dans l'empathie, dans la connaissance de soi. Combien de fois on est fatigué et on s'en veut d'être fatigué? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire mais t'es fatigué et là tu es juste en train de faire de ton mieux? Et l'auto-bienveillance, on a eu une discussion sur ce sujet-là, c'est pour être aussi en lien avec l'autre. L'auto-bienveillance va créer la bienveillance à l'autre. À mes yeux, alors peut-être que je peux me tromper, c'est comme les fleurs. Hein. Les fleurs, à un moment donné, ça sort de terre pour s'élever. Et ben, dans notre énergie, dans notre rapport à l'autre, ça sort de chez nous pour aller vers l'autre. Si ça se fait dans le sens inverse, à un moment donné, pour moi, il y a quelque chose qui risque de s'effondrer. Et il y a un manque d'axe. Hein. Si j'essaye d'être bienveillante avec les autres, mais que je ne le suis pas avec moi-même, il y a quelque chose qui est dissonant. Et expérimenter et rayonner et inspirer, en ce moment, je trouve que c'est vraiment important. Mais après, je ne dis pas que c'est facile. Et ce que tu disais aussi, pour être auto-bienveillante, est-ce que ça passerait pas par se donner une intention tous les matins? Par exemple, l'auto-bienveillance, on peut la développer de plein de choses, de plein de manières différentes, et ça se développe seconde par seconde. C'est traquer... voilà, alors je vais utiliser le mot exigence, c'est pas dans mon vocabulaire, mais c'est être exigeante avec soi-même, mais dans quelque chose de très lumineux. C'est de se dire ah là attention t'es en train de te descendre, ou ah là attention t'es en train de projeter un scénario catastrophe, et de volontairement inverser la vapeur pour finalement nous amener plus de comment dire, ouais, quelque chose de plus chaud et de plus lumineux à l'intérieur de nous. Et c'est pas être égocentrique ou, comment on dit, égoïste. C'est juste faire les choses, à mes yeux, dans le bon ordre. On arrive peut-être à la fin de l'interview. Si tu avais des pouvoirs exceptionnels,
Un pouvoir exceptionnel. Un pouvoir exceptionnel qui te permettrait de changer les choses dans ce contexte de violence ordinaire, hein. Ou en tout cas... Alors, on va rester sur le mot pouvoir. Je n'aurais pas... Moi, ce que je souhaite en tous les cas, c'est que justement que chacun puisse se connecter à son pouvoir intérieur. Quand je dis pouvoir intérieur, c'est pas dans le sens je vais écraser l'autre ou je vais prendre le dessus sur l'autre, c'est devenir responsable et maître de sa vie et s'autoriser à aller vers alors peut-être que mais un bonheur absolu. On a le droit, à mes yeux, mais ça c'est quelque chose qui m'est très personnel, on est sur Terre pour expérimenter, pour explorer et pour être heureux à tous les niveaux. Et si à un moment donné on connecte ce pouvoir intérieur, je pense qu'il y a plein de choses qui se porteraient mieux, y compris nos relations. Et j'aime toujours donner cet exemple. Je dis voilà, à partir de demain, on va, tous les bébés qui naissent, à partir de demain, tous les jours, on va leur dire tu sais, tu es sur Terre, car tu as le droit d'être heureux dans tous les domaines de ta vie. Franchement, on fait ça. À quoi ressemble le monde dans 10 ans ou dans 20 ans? À interroger ou à observer. Ben, je te remercie Aurélia, en tout cas nous te remercions pour toutes ces bonnes paroles. Merci, merci à vous.